Je range mon bureau numéro 42. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, si vous êtes de fidèles spectateurs, suiveurs, abonnés de cette chaîne Tanner45, vous avez remarqué qu'il y a un certain nombre de traductions sans filet, parfois aussi de vidéos du projet Pinger, du nouveau projet autour de Gertrude Stein, mais surtout, bien sûr, je range mon bureau, puisque contrairement aux autres vidéos, je range mon bureau, je le fais à mon bureau, c'est logique, c'est ici. Vous avez remarqué qu'il y a un certain nombre d'exemplaires de la bibliothèque de la Pléiade. Et je me suis avisé, au bout de 2 ans, il serait temps que je m'en aperçoive, je me suis avisé que ça faisait une sorte de décor parfois un peu récurrent de ces vidéos, et que je ne parlais jamais des livres de la Pléiade. Alors l'objectif de la vidéo d'aujourd'hui n'est pas de parler de la Pléiade, mais c'est simplement de vous rassurer sur un point. J'ai beaucoup de Pléiades, ils ne sont pas tous à moi, on va dire nous avons, mon épouse et moi, un certain nombre de volumes de la Pléiade. Il faut savoir que mes parents, par exemple, avaient pris l'habitude très tôt de m'en offrir. J'ai eu mon premier Pléiade quand j'avais 10 ans, c'était Éluard, parce que Éluard était mon poète préféré. Voilà, un exemple parmi tant d'autres, j'ai eu le Théâtre de Hugo aussi très tôt, que j'ai lu vraiment jeune adolescent, vers 12, 13, 14 ans. Voilà, donc c'était pour dire que ça fait des années qu'on nous a offert régulièrement, qu'on s'est offert des Pléiades. Quand j'ai quitté mes fonctions de directeur du département d'anglais, les collègues ont été extrêmement gentils, extrêmement généreux pour me remercier de tout le travail que j'avais fait pour la communauté. Ils m'ont offert 3 exemplaires de Pléiades qui se trouvent également derrière. Mais enfin, les Pléiades ne sont pas là juste pour la décoration. On les lit, on les a beaucoup lus, et on les lit encore, et on les relit de temps à autre. D'ailleurs, dans le cadre du projet Rabelais d'avril que fait François Bon en ce moment, je suis allé rechercher le Pléiade de Rabelais, car je n'ai jamais lu le quart-livre, et là j'ai vraiment envie de lire le quart-livre. Donc là, du coup, il a été enlevé des étagères. Alors la raison pour laquelle j'ai décidé de commencer cette vidéo Je range mon bureau numéro 42 en parlant du décor de ces vidéos, et notamment de ces rayonnages de Pléiades, c'est parce que parmi les Pléiades que je reprends dans ce rayonnage et que je re-range, il y en a un que je viens de relire, c'est le tome 3 des œuvres complètes de Henri Michaud, qui n'est jamais bien loin. Alors, pourquoi est-ce que dans les vidéos Je range mon bureau, je n'avais encore jamais parlé des Pléiades? On en est à 44 vidéos, et je n'avais jamais, je crois, jamais rangé de Pléiades, eu à ranger de Pléiades. Eh bien, c'est tout simplement que la pratique de sortir un Pléiade, de le refeuilleter, d'y rejeter un œil, voire carrément de lire tout un texte, toute une série de textes, un roman, etc., dans un Pléiade, est tellement banal, tellement habituel pour moi, que je pense que je les prends et je les re-range sans les mettre sur la pile de livres à ranger. Et c'est ce qui explique cela. Voilà, donc c'était ce long préambule, j'en suis désolé, mais c'est pour dire justement que là, l'occasion se présente de parler d'un Pléiade, le tome 3 des œuvres complètes de Henri Michaud. Alors pourquoi? Je ne vais pas rentrer dans le détail par rapport à Henri Michaud, mais il se trouve qu'une amie Facebook, la très grande, très talentueuse traductrice Sika Fakambi, avait publié il n'y a pas très longtemps une photo d'un Pléiade de Michaud d'ailleurs, en disant « Michaud n'est jamais très loin ». Enfin, je cite de mémoire, mais Michaud n'est jamais très loin. Il se trouve que pour moi aussi, Michaud n'est jamais très loin. Je l'ai découvert pendant mes années d'étudiant, et depuis, il m'accompagne quand même assez régulièrement. En fait, je dois dire une bêtise, je pense que j'ai lu La Nuit remue à un certain plume quand j'étais encore lycéen, en fait. Bon, peu importe. Et donc, assez vite, quand les Pléiades sont sorties, eh bien, je me les suis fait offrir par mes parents, crois-je me souvenir. Et alors là, pourquoi est-ce que j'ai ressorti ce Pléiade? C'est parce que je me suis aperçu qu'il y avait un des textes du tome 3, qui est un texte vraiment essentiel, que je n'avais jamais lu, c'est Façon d'endormi, façon d'éveiller. Et avant de le ranger, je vais vous lire un extrait de la première partie de Façon d'endormi, façon d'éveiller. Là, il est à son affaire, mon Sancho Panza, qui s'en tient aux images prosaïques, aux images qu'il connaît bien, et depuis longtemps, et sur lesquelles seul il fera fond. Je le brime de le jour, il me brime de nuit, une longue accoutumance et promiscuité nous tient liés. Le vocabulaire principal de mon contrariant commentateur nocturne est fait principalement d'une trentaine, non, d'une vingtaine d'images avec la moitié desquelles il suit la plus grande part de ma vie. Cinéaste aux 10 décors. De ces décors, le train, la chambre, reviennent le plus souvent avec lesquels il suit ma vie. Cela lui convient, contrairement à moi.
Il aime ce qui a servi, les images les plus usées, les plus quotidiennes, ou plutôt qui furent quotidiennes pendant des années, les assommantes, les médiocres, les bourgeoises, les miteuses. Aurais-je peur de me voir revenir en ces lieux, au moment d'il y a si longtemps? Nos expressions, pas plus que nos goûts, ne concordent. Dans son vocabulaire à lui, les insectes représenteront de petits inconvénients et agacements restés préoccupants, des soucis dont il faudrait se délivrer. Dans mon vocabulaire à moi, dans ma vie et mes goûts, les insectes, c'est ce que j'aime le mieux observer, directement ou à la loupe. Et pendant des heures, que je n'appréhende nullement et que loin de vouloir m'en délivrer, je recherche. Il en est ainsi habituellement pour la plupart de nos spectacles. Différence de langue, difficultés de traduction, obstacles entre nous, jamais franchis à coup sûr. Et donc voilà comment Michaud raconte, explore la dualité entre bien son moi éveillé et son moi endormi, les façons d'endormi, les façons d'éveiller, ce qu'il appelle son Sancho Panza. Hein. Donc c'est vraiment un très très beau texte, un très bel extrait de ce très beau livre de Henri Michaud. Et donc, le Pléiade, dans son boîtier, va rejoindre les trois autres volumes de Michaud. Tiens, pour la première fois, je vais ranger en direct. Les deux autres Michaud, ils sont là, dans l'ordre alphabétique, à côté des Molières et des Marivaux, entre Marivaux et Molière. On continue, je range mon bureau 42, ça continue. Tatouage de Manuel Vázquez Montalbán, traduit de l'espagnol par Michel Gazier et Georges Tiras. C'est une réédition en point-seuil d'un titre paru pour la première fois chez Christian Bourgois en 1990. Et ce n'est pas moi qui ai lu ce livre. Je lis assez peu de romans policiers, et même si j'aime bien Manuel Vázquez Montalbán, j'avais lu des nouvelles qui n'étaient pas des nouvelles policières il y a déjà longtemps, j'avais bien aimé en fait. Voilà, même si j'aime bien Manuel Vázquez Montalbán, c'est bel et bien mon épouse qui a lu ce livre, et donc c'est à moi de le ranger, mais c'est à moi de le ranger parce que c'est devenu un jeu entre nous depuis que je fais ces vidéos, donc c'est à moi de le ranger, mais j'en parle quand même. Capucine et Simon Johannin, Nino dans la nuit, mais comment se fait-il que j'en reparle ? Je l'avais rangé à la suite de la vidéo numéro 41. Oui, mais j'en ai parlé à mon épouse et mon épouse a voulu le lire, vient de le lire, et du coup il se retrouve sur la pile de livres à ranger. Nino dans la nuit, ça me permet de reconseiller à nouveau cette lecture. Mon épouse a moins aimé que moi, elle a trouvé ça un peu répétitif, un peu longué. Je vois très bien ce qu'elle veut dire. La différence, je pense, c'est que moi, je vous rappelle, j'avais raconté ça dans la vidéo numéro 41. Je l'ai lu d'une traite lors d'un voyage en train, je l'ai lu en 4 heures comme ça, là. Je l'ai traversé, et je pense que c'était un livre qui gagne à être lu comme ça, à savoir que c'est un peu comme une sorte de film, comme une sorte d'immersion, je pense, assez nécessaire. Alors, est-ce que c'est l'occasion de lire un autre extrait de ce livre? Eh bien oui. La réponse est oui, c'était une question rhétorique. Je me demande, je crois que j'ai lu ce texte-là en fait. Allez, un texte du début. Du tout début. Le chapitre qui se passe à la Légion étrangère. Putain, ça me déprime. Il y en a un, le Tunisien, il a même tatoué les noms de ses proches depuis qu'on lui a tiré son sac avec les photos dedans. Il n'a plus rien, juste des noms rentrés de force sous un morceau de peau. Ça lui fait comme une rivière d'arabe qui coule de travers sur son torse, qui part au-dessus de l'épaule droite pour finir en écume sous le sein gauche. Un coup de tempête qu'il s'est piqué sous la peau pour pas oublier le rodéo en zodiaque qui le sépare de sa vie. Pourquoi? Argent. Monnaie, monnaie, monnaie. Je fais des rêves étranges. Les corps nus des camarades sont allongés devant moi. Toutes leurs teintes coulent sur le sol et glissent sur les murs. Ça crée des arabesques de couleur blanche, mate, noire, jaune, rousse. Un liquide moiré, une substance or qui court entre la peau et les tissus qui transportent le sang. Je regarde les corps, ils sont tous translucides. Je vois les vaisseaux, les veines et les artères, les poux qui battent, l'irrigation des sexes et des mains. Sous les paupières, je devine les yeux qui bougent sous l'opercule de l'angoisse, dans le douloureux bain du sommeil. Je vois mon corps à moi, il n'a pas bougé. Étendu sur le lit où je dors, je traverse doucement la pièce, je marche sur les couleurs qui roulent, glisse sous la porte vers les douches, avant d'entrer sous terre par une des bondes qui parsèment le carrelage. Tout ça devient rouge pour descendre abreuver le diable. Capucine et Simon Johannin, Nino dans la nuit, aux éditions Alia. Ça vient juste de sortir, 2019, et j'ai appris complètement incidemment lors d'une discussion avec ma mère que ce livre faisait partie des livres présélectionnés
pour le prix du livre inter. Alors le prix du livre inter, ça fait un petit moment que j'ai pas trop suivi ce qui se faisait dedans, mais voilà, je réagis toujours un peu étrangement parce que c'est un autre moi ou une autre partie de ma vie. On parlait du Sancho Panza tout à l'heure, de l'endormi et de l'éveillé de Michaud, l'adolescent et l'homme, l'adolescent et le vieil homme. Il se trouve que dans une autre vie, il y a très longtemps, il y a bientôt 30 ans en fait, j'ai été le plus jeune juré du prix du livre inter, puisque j'avais été retenu, j'avais 16 ans, c'est ça, ouais, 1990, j'avais 15 ans même, j'avais 15 ans, voilà, début 90, et donc j'étais le plus jeune juré du prix du livre inter. Cette année-là, c'est Daniel Pénac qui avait gagné le prix du livre inter avec La Petite Marchande de Prose. Et moi, j'avais défendu Becs et Ongles. J'étais le seul, je crois, à peu près à défendre ce texte. J'avais défendu Becs et Ongles à l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie, de Hervé Guibert. Et c'est assez intéressant parce qu'en fait, Guibert, que je ne lis plus beaucoup, m'a pas mal accompagné pendant quelques années. Et c'est assez amusant parce qu'en ce moment, un autre ami Facebook, Xavier Selva, une figure extrêmement importante de la vie artistique, intellectuelle, tourangelle, qui publie tous les jours une sorte de bilan d'activité, de récit de sa journée en mettant de très nombreux liens. Xavier Selva, dans son billet du 24 avril, donc du 24 avril 2019, daté d'hier, parle beaucoup de Guibert, il parle beaucoup de Guibert en ce moment, et hier il a aussi signalé qu'il avait commencé à regarder les vidéos de mon projet Pinger. Donc s'il passe par là, je le salue, en lui rappelant de ne pas trop perdre de temps à regarder mes élucubrations quand même, il a mieux à faire aussi. Alors c'est assez amusant comme coïncidence, parce qu'il parle du fait qu'il visionne mes vidéos sur le projet Pinger, et que, par ailleurs, il parle beaucoup de Guibert et des photos de Guibert d'ailleurs, des photographies de Guibert. Hier, il parlait de Fou de Vincent, donc de l'érotisme et de la pornographie. Et c'est une coïncidence assez amusante parce que le tout premier article de recherche que j'ai publié, c'était un article sur les textes et les photographies de Hervé Guibert, et notamment dans le recueil Vice, qui était un recueil dont je ne sais même plus s'il est encore disponible. Voilà, donc le premier article que j'ai publié en tant que chercheur, c'était pas du tout en littérature africaine, qui est devenue ma spécialité après, c'était sur Hervé Guibert. Voilà, c'était une anecdote autobiographique liée au fait que le prix du livre inter a un peu ressurgi comme ça et a fait remonter plein de choses, d'il y a 30 ans. Donc ça remonte, Guibert, Pinger, tout ça, ça remonte à presque 30 ans maintenant. Qu'est-ce que je vais ranger d'autre? 2 livres que j'avais prêté à un ami que nous sommes allés voir à Caen la semaine dernière. Cet ami, tiens, je ne l'ai pas encore lu, mais j'en profite pour faire la pub pour son dernier livre. Cet ami, c'est Alban Gauthier. Il vient de faire paraître aux éditions PUF ce petit livre de vulgarisation historique, mais je n'ai aucun doute, ça sera de la vulgarisation historique hyper léchée, hyper fouillée, super agréable à lire. Je ne l'ai pas lu encore, mais j'ai aucun doute. Le roi Arthur d'Alban Gauthier, on en parlera dans une prochaine vidéo quand je l'aurai lu. Et donc Alban, je lui avais prêté, donc là aussi c'est un ami de longue date, ça fait 25 ans qu'on est potes, je lui avais prêté Nagori de Ryoko Sekiguchi, parce qu'il est spécialiste de l'histoire de l'alimentation, et il s'est rendu récemment au Japon, donc on avait parlé un peu de ça. Donc je n'en reparle pas, mais Nagori de Ryoko Sekiguchi, j'en ai parlé dans une vidéo assez récente. Et je lui avais prêté aussi, toujours puisqu'on parlait du Japon, Le Mont Crépitant de Dazai Osamu. C'est pas mon recueil préféré de Dazai, je sais pas très bien pourquoi je lui avais prêté celui-là. Bon, c'est pas grave. Donc je resignale peut-être à cette occasion, parce que j'ai pas eu l'occasion d'en parler vraiment dans mes vidéos depuis que je fais de la vidéo, c'est-à-dire ça fait 3 ans. Parce qu'à l'époque où je lisais beaucoup Dazai, c'est il y a plus de 10 ans déjà. Mais voilà, Dazai, c'est vraiment un écrivain qui compte beaucoup, qui a compté beaucoup à un certain moment pour moi aussi. Il s'agit là d'une édition de quelle année? De 2009 aux éditions Philippe Piquier, hein, toujours l'immense éditeur qui spécialisé dans les pays asiatiques, dans les littératures des pays asiatiques, Philippe Piquier. Et donc cette édition du Mont Crépitant a été traduite du japonais par Sylvain Chupin. Je suis toujours attentif à bien citer le traducteur. Voilà. Dazai Osamu, ça aussi on va le ranger sans plus en parler. Tiens, parmi les choses que je vais ranger, j'avais mis ça plus à titre de gag qu'autre chose, comme on est reparti dans le Calvados, eh bien, il y avait ce guide du Calvados dans les guides Gallimard, ce qui nous avait été offert par des amis cannais quand nous étions allés à Caen il y a déjà 10 ans. Nous y sommes donc retournés, mais plus brièvement, pour ces vacances de Pâques. Voilà, donc ce guide
de Caen qui est très très bien fait, dans lesquels il y a ces espèces de ramas. Alors c'est pas du tout bien comme guide touristique, mais comme livre à lire comme ça la veille d'une visite ou après une visite ou à reprendre comme ça, c'est un guide qui est vraiment très intéressant dans son iconographie. Je poursuis dans les livres dont je vais parler brièvement, parce qu'ensuite j'ai 3 gros morceaux dont je parlerai peut-être pas aujourd'hui d'ailleurs. Je les signale, L'île au musée de Cécile Vachebrod, je ne sais pas comment on dit, Partition de Louise Ramier aux éditions Louise Bottu et Archipelago de Monique Roffey. Peut-être, je ne suis pas très en forme mais j'ai pas énormément de temps, peut-être que je vais les garder pour la 43 et que je vais juste tenir sous les 20 minutes avec les 2 derniers livres. Les 2 derniers livres, alors ça c'est un peu particulier, c'est un exemplaire du grand classique du 18e, The Vicar of Wakefield, de Oliver Goldsmith, que j'ai lu il y a longtemps. Alors pas quand j'étais étudiant, c'est quand j'étais quand même jeune professeur, parce que ça faisait partie des lectures recommandées à un moment donné. Donc quand des collègues recommandent des lectures aux étudiants, moi je me sens un petit peu mal si je les ai pas lus. Donc je l'avais lu à cette occasion-là. C'est un livre qui est très intéressant. Alors la raison pour laquelle j'ai cet exemplaire du Vicar of Wakefield sur ma pile de livres à ranger, c'est que je l'ai pris dans la boîte à livres de l'université. Alors il faut savoir que sur le site Tanner, il y a 2 ans déjà, ont été construits un ensemble de tables, de paravents, en bois, de récupération, fait avec des palettes, etc., à l'initiative de ma collègue Katrina Calda, qui est aussi romancière et que je salue. Et donc tout un mobilier comme ça de récupération, de recyclage très très chouette a été mis en place avec un jardin potager, tout ça sur l'esplanade des tanneurs, hein, là où je travaille, sur mon lieu de travail. Et il y a aussi, parmi les objets qui ont été, le mobilier qui a été ainsi créé, une boîte à livres, vous savez ces boîtes où on peut mettre des livres, en prendre, en rendre, etc. Et je regarde régulièrement, il y a régulièrement des choses intéressantes. J'avais parlé, je crois, dans ma dernière vidéo d'un volume de HD, de Hilda Doolittle, la trilogie de Hilda Doolittle, que j'avais ainsi récupéré car je ne l'avais pas. Moi, j'ai aucun scrupule à prendre des livres, hein, et à en mettre aussi, hein, ça m'arrive régulièrement d'en mettre. Et donc là, dans cette boîte à livres, il y avait ce Vicar of Wakefield. Et pourquoi est-ce que je l'ai pris alors que je l'avais déjà? C'est parce qu'il s'agit d'une édition entièrement surlignée, de plein de couleurs différentes, par une étudiante, de toute évidence, mais une étudiante très sérieuse. Il y a plein de petites annotations. Là, si on regarde la page 46, j'ai pas bien compris encore la logique, je l'ai feuilleté vite fait, mais voilà, il y a du rose, il y a du bleu, il y a du jaune, et donc voilà, il y a des petites annotations, Olivia's Triumph. Voilà, donc c'est un livre qui a été vraiment lu jusqu'au bout et très en détail. À un moment donné, j'ai l'impression que c'est plus la même écriture, c'est ça qui m'a un peu surpris. Il y a même une fiche Bristol à l'intérieur, hein, avec du vocabulaire dessus. Voilà, donc alors la raison pour laquelle je l'ai pris, c'est que je me suis dit que ça pourrait être amusant de faire une série de vidéos dans lesquelles je présente le texte du Vicar of Wakefield, mais à travers ma lecture de cet exemplaire annoté par une étudiante. Bon, une étudiante anonyme donc, puisque j'ai pas son nom. Mais voilà, donc je dis étudiante parce que je pense que vu l'écriture, c'est plutôt quand même, c'est plutôt une fille. Mais bon, il peut y avoir des exceptions. Je suis quasiment sûr que c'est une fille. Bon, peu importe. Voilà, donc c'est cette curiosité de cet ouvrage du Vicar of Wakefield annoté, surligné, de plein de couleurs différentes. À suivre, peut-être que le projet se décantera quand j'aurai plus de temps. Et je vais terminer cette vidéo 42, car oui, je vais garder ces 3 livres pour une prochaine fois. Je vais terminer cette vidéo 42 par le premier livre publié des éditions Mesure. Les éditions Mesure, c'est une maison d'édition que viennent de lancer André Markovitch et Françoise Morvan. Je vous invite à vous renseigner, on peut s'abonner. Moi je me suis carrément abonné, à savoir que j'ai payé 100 € pour avoir les 5 premiers livres des éditions. Et celui-là, c'est le premier volume des éditions Mesure. Et André Markovitch, il reprend en bilingue. Donc il y a le russe à gauche et la traduction française à droite, de manière tout à fait classique. Un texte de Gennady Aïgui, du poète tchouvache et russophone Gennady Aïgui, que j'avais découvert moi par un cadeau de ma sœur il y a déjà un certain temps, mais dans une traduction qui n'était pas celle d'André Markovitch. Et donc là, il y a une petite postface, comme André fait toujours ça très bien. Un avant-propos, un avant-propos de Gennady Aïgui lui-même, traduit là encore
par André Markovitch et une postface d'André Markovitch. Alors je vais le ranger après l'avoir lu, je avoue ne pas l'avoir lu en entier. Le poème lui-même m'est passé un petit peu au-dessus de la tête, j'ai pas tout bien compris, c'est très très abstrait je trouve, très à la fois très spiritualiste et très abstrait, donc j'y suis demeuré un petit peu imperméable, mais enfin voilà, c'est pour signaler, édition mesure, le dernier départ de Gennady Haïgi, traduit évidemment par André Markovitch.